Salam, bonjour à tous, bienvenue dans ce 24e numéro de la Perme. Pour ce numéro, nous allons parler d'islam et plus particulièrement du projet Nour, un projet qui est initié par nos invités. Et donc, nous allons en parler en nous demandant si c'est l'un des moyens possibles pour aller en France vers un islam, comme on dit, un islam sans tutelle. Et on va aussi en profiter, on va profiter aussi de leur présence pour parler plus globalement pardon, de la situation des musulmans, surtout après la fin du mois de Ramadan et en temps de crise sanitaire. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Faiza Ben Mohamed, qui est militante, journaliste et chroniqueuse sur France 2 Maghreb. Bonjour Faiza. Bonsoir. J'ai aussi le plaisir de recevoir l'imam Rachid Elgey, donc l'imam de la mosquée de Brest. Bonsoir à vous. Bon, je pense qu'il ne nous entend pas. Bonsoir. Et enfin, un dernier invité, Marwan Mohamed, statisticien, un des fondateurs de la plateforme Les Musulmans et aussi l'auteur du livre Nous aussi, tous la nation, pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie, qui a été édité à la découverte en 2017. Alors, comme d'habitude, pardon ? Bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à partager cette vidéo, mais aussi à la liker, à vous abonner sur la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Et enfin, comme toujours, on a fait cette formule pour vous permettre de poser vos questions et remarques aux invités. Moi, je les ferai remonter en deuxième partie d'émission. Donc, n'hésitez pas. Pour cela, c'est très simple. En commentaire de ce live, vous posez vos questions et on y répondra plus tard. Alors, pour commencer l'émission, on va d'abord parler de votre projet que vous avez lancé officiellement il y a quelques jours, le projet Nour. Alors, avant qu'on en vienne à des discussions plus globales, en ce qui nous concerne, nous, à Parole d'honneur, ce qui nous a motivés à vous inviter, c'est que nous, les musulmans du réseau décolonial, on suit de très très près la plateforme Les Musulmans, depuis même le début, et je pourrais même dire depuis avant sa création. En effet, on t'avait invité, Marwan, il y a près de 2 ans, le 24 mai 2018, donc il y a presque 2 ans. On t'avait invité sur Parole d'honneur pour que tu nous parles de ce projet de consultation à la base. Et il faut dire aussi que nous, les musulmans du réseau décolonial, on milite pour un islam indépendant, un islam libre. Et de ce point de vue, soutenir la plateforme des musulmans, ça rentre dans cette logique. Et donc, pour commencer, on aimerait que vous nous présentiez ce dernier projet de la plateforme, ce que vous appelez le projet Nour. Tu te lances, Marwan ? Faiza, tu veux commencer ou tu veux que je le fasse ? Oui, je peux le faire. Et puis, si j'oublie quelque chose, tu peux compléter. Donc, comme tu viens de le dire, Wissem, on a lancé le projet Nour il y a quelques jours là, maintenant. Ce projet il se décline sous la forme d'une collecte de fonds qui vise à, je viens de le rappeler aussi, la plateforme elle découle de la consultation des musulmans qui avait été initiée à la base par Marwan Mohamed il y a maintenant 2 ans. Cette plateforme, elle a fait son petit bout de chemin. On a réussi à fédérer plusieurs milliers maintenant d'adhérents, plusieurs milliers de soutiens. On a lancé plusieurs projets qui ont été Alors, je pense que Faiza a des problèmes techniques. En fait, on l'a initié parce que un lieu, ça s'impose comme un besoin quand on a. Il y a la connexion chez Faiza. Alors, Faiza, tu m'entends ? D'accord. Est-ce que Marwan, tu peux reprendre le lead le temps que Faiza. Vas-y. Je prends le relais juste, Faiza, ta connexion, elle est erratique, donc je veux juste pas beaucoup. De compléter. Comme Faiza le disait à l'instant, là maintenant, après 2 ans depuis le début de la consultation des musulmans qu'on avait initié en 2018, on a eu le temps déjà de bien sonder les besoins des musulmans. Ça, c'était le gros travail fondateur de la plateforme. Et on a eu le temps aussi, depuis la création de la plateforme, de fédérer autour de nous des centaines d'associations et de mosquées, des milliers d'adhérents, et de mener à bien les premiers projets pour voir comment est-ce qu'on travaille de manière collective. Et on attendait vraiment ce moment pour se rassurer, pour confirmer un peu
la méthodologie de la plateforme, la légitimité de terrain et le soutien dont la plateforme bénéficie au quotidien, avant de se lancer dans des projets de plus grande ampleur. Et le projet qu'on évoquait à l'instant, le projet Nour, c'est un projet d'ampleur, puisque c'est un projet qui vise à acquérir en région parisienne des locaux qu'on va mettre à la disposition des équipes de la plateforme, mais aussi des associations partenaires, pour avoir une espèce de hub où on peut organiser des réunions, des conférences, des ateliers. On peut accueillir les équipes professionnelles de la plateforme pour qu'elles travaillent au quotidien sur les projets que vous avez demandés. On peut aussi organiser sur place un plateau télévisé pour pouvoir organiser et filmer des émissions. Et ce lieu, il vise à accueillir toutes les initiatives positives qui permettent aux communautés musulmanes et au plus grand nombre d'avancer dans le bon sens. D'avancer dans le bon sens sur ces questions qui trop souvent sont des questions qui sont source de litiges, de clivages, de crispation. Et nous, ce n'est pas du tout notre manière de faire. Notre manière de faire, elle est celle de gens qui sont des gens de terrain, des gens d'engagement, des gens de réalisme aussi, des gens qui construisent et qui disent, voilà, quels sont les problèmes, quelles solutions on peut explorer. On essaye ces solutions et on les met en œuvre de manière pragmatique pour avancer. Et plutôt que d'alimenter, en fait, des conflictualités, plutôt que d'alimenter ces crispations, de tracer notre chemin, celui d'une pratique de l'islam et d'une pratique sociologique de l'islam qui tend à l'émancipation, qui tend au respect de tous, mais qui tend aussi à tenir les bouts de l'autonomie, du vivre ensemble, de la responsabilité et de laisser, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite, à la génération future, des formes organisationnelles, des formes structurelles, des formes sociologiques et associatives qui sont autonomes, pérennes, constructives, Inch'Allah. Voilà. Donc, un lieu sur Paris-Île-de-France qui va accueillir des équipes professionnelles, des réunions, des conférences, des ateliers, mais aussi un plateau de tournage pour des émissions, des débats, des dialogues, des interventions, et un hub qui sera accessible aussi à toutes les associations partenaires de la plateforme, qui pourront elles aussi bénéficier de ce lieu, s'en servir à des tarifs préférentiels ou pourquoi pas même des fois de manière concertée, partagée avec d'autres acteurs. C'est ça le sens du projet Nour, et ça permet de pérenniser tout ce travail-là, de donner un cadre, de donner un lieu à une réalité organisationnelle qui, pendant les 2 dernières années, a été, alhamdoulilah, couronnée de succès, mais qui n'avait pas encore un lieu où se retrouver. C'est ça l'idée du projet. Faiza ou Imam Alger, est-ce que vous voulez rajouter un point là-dessus, sur la présentation qui a été faite globalement? Oui, si je peux me permettre, ici je vais rebondir sur ce qu'a dit Marwan. Il faut savoir qu'il y a eu un grand travail qui s'est fait en amont maintenant depuis quelques années, de manière très intensive depuis plusieurs mois, un travail dans les coulisses que les gens ne voient pas. Beaucoup de sacrifices ont été faits par beaucoup de bénévoles. À leur tête, bien sûr, il y a eu l'équipe de fondateurs, cofondateurs de la plateforme des musulmans. Et ici, ça s'est fait graduellement par étapes, afin de ne pas se précipiter trop vite et faire des erreurs. Donc, quand je dis par étapes, c'est qu'on a voulu d'abord créer, ici en faisant un parallèle, si on veut, avec un passage de l'histoire prophétique, c'est ce relationnel avec les musulmans, que tout le monde se sente impliqué ici, qu'il y a un lien de solidarité très fort qui se tisse avant d'aller plus loin, avant de s'engager dans ce projet qui est le projet An-Nour, une construction, un achat des locaux qui nous appartiendraient. Pourquoi je dis en faisant un parallèle avec un passage de l'histoire prophétique? Parce que c'est comme ça que le prophète, paix et salut sur lui, alayhi salatu wassalam, a agi. Lorsqu'on revient dans l'histoire ici du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait l'immigration de la Mecque à Médine, et quand il est arrivé à Médine, eh bien, il s'est assuré qu'il y avait une relation très fraternelle et très solidaire entre ce qu'on appelle al-Muhajiroun et al-Ansar, ceux qui ont émigré et ceux qui ont réceptionné les émigrés, avant de continuer ici les étapes qui ont suivi, à savoir la construction de la mosquée du prophète à Médine, etc. Donc, on sait très bien que s'il n'y a pas ce lien solidaire, qu'il n'y a pas ce qu'on appelle al-Qaboul, l'acceptation chez les premiers concernés qui sont les musulmans, et je parle des gens de la masse et je m'inclus dedans, bien sûr, eh bien ici, le projet ne pourra pas perdurer, ne pourra pas prospérer. Et c'est pour cela que, sans vouloir critiquer aucun des projets, aucune des institutions dites représentatives, mais on voit que souvent, malheureusement, il y a eu ce manque de qaboul, d'acceptation de la communauté. Pourquoi ?
parce que les choses ne sont pas faites par étapes, n'ont pas été faites par étapes, et on n'a pas sensibilisé, on n'a pas fait de la communauté musulmane des acteurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu d'abord voir est-ce qu'il allait avoir cette acceptation de laisser les musulmans s'investir de eux-mêmes. C'est pour cela qu'on l'a appelé, entre autres, la plateforme Les Musulmans, pour rappeler que c'est notre plateforme à toutes et à tous, et ça n'appartient pas à une seule personne. Il n'y a personne dans l'équipe des cofondateurs ou des bénévoles qui sont nombreux, qui se battent pour être le président. Bien au contraire, les gens fuient les responsabilités, pas parce qu'ils ne veulent pas prendre des responsabilités, mais parce qu'ils savent très bien que c'est ici un lourd dépôt et qu'il va falloir l'assumer, et tout simplement parce que c'est des gens qui ne cherchent ni à avoir l'éloge de je ne sais qui ou ni un salaire quelconque, mais simplement l'objectif c'est de pouvoir laisser, comme a dit Marwan tout à l'heure, quelque chose derrière nous, laisser son empreinte. Donc quand on a vu qu'il y a eu cette acceptation dans la communauté, et je répète encore que cette plateforme-là n'a pas été mise en place dans le but de balancer sur le bas-côté toutes les autres institutions dites représentatives des musulmans. Bien au contraire, c'est un plus. Et ici, toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Et il ne faut pas qu'il y ait ces conflits d'intérêts ou ces sortes de guerres de chapelle. C'est ce qui nous a fait freiner et ralentir beaucoup trop souvent, voire beaucoup sont revenus en arrière et ça a été un fiasco leur projet. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette question d'ego. Je veux être le responsable. C'est moi qui va annoncer ceci ou cela. C'est moi qui va être le représentant. Quelquefois, pour des intérêts mondains, quelquefois, c'est juste une question d'ego, comme j'ai dit précédemment. Non, dans la plateforme Les Musulmans, c'est des gens simplement qui veulent s'investir. La preuve en est, il y a des centaines de bénévoles entre les cofondateurs et les bénévoles, et les gens ne connaissent que quelques visages parce que les gens ne veulent pas se mettre en avant. Et c'est ce qui est beau dans la plateforme, c'est des gens qui travaillent dans les coulisses et c'est des gens qui veulent laisser une empreinte et qui ont des objectifs sains. Et c'est pour cela qu'on a attendu de construire cela avant de lancer. Maintenant, ça fait plus d'un an, quelques années maintenant. Maintenant, on a réussi à consolider quelque chose de fort. La base est là. Maintenant, on s'est dit, on peut se permettre ici de passer à une autre étape, c'est-à-dire avoir ses propres locaux pour que ça soit un lieu de rassemblement fraternel, social, d'échange, spirituel, afin de continuer à travailler de manière professionnelle et plus disciplinée. Faiza? Pour le coup, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Ouais, là, c'est bon. Je vais juste revenir sur ce que vient de dire Rachid, et je pense que c'est vraiment très très important de prendre en compte l'appropriation du projet. C'est-à-dire que je vais encore insister sur ce qu'il vient de dire, au risque de me répéter, mais c'est pas grave parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent que cette plateforme, elle ne nous appartient pas, ni à nous, ni à vous, elle appartient aux communautés musulmanes, à tous ceux qui veulent aujourd'hui mettre leur pierre à l'édifice, apporter leur pierre à l'édifice, apporter leur savoir-faire. Et vraiment, le projet d'acquisition, le projet Nour, l'acquisition immobilière qu'on veut faire, elle s'inscrit vraiment dans la même optique que la manière dont on a travaillé au sein de la plateforme depuis maintenant 1 an et demi, le lancement de la plateforme en septembre 2018. Vraiment, au départ, on était une poignée de bénévoles au sein de la consultation. On a, en fonction des résultats, orienté notre travail sur plusieurs axes qui étaient importants pour les communautés musulmanes, qui sont apparus en tout cas comme des priorités, des chantiers prioritaires. Et alhamdoulilah, cette plateforme, les bénévoles se la sont appropriés. Vous connaissez médiatiquement quelques visages, vous connaissez tous Marwan, Rachid El Jaï, Abdelmounam Boussenna, moi qui suis apparu pour prendre la parole aussi au nom de la plateforme à plusieurs reprises. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est pas nous qui fournissons le plus gros du travail, c'est vraiment le musulman lambda qui s'est approprié le projet. C'est pour ça que vraiment, ce projet Nour, quand il aboutira, alhamdoulilah, j'espère, et il permettra encore à d'autres personnes sur le terrain de s'approprier le projet pour élargir donc la base, élargir nos chantiers de travail, élargir nos compétences. Et c'est vraiment, je pense, il ne faut pas le voir comme un simple projet lambda, il faut le voir comme un besoin des communautés musulmanes. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut insister, c'est un besoin, un lieu, un besoin. Alors, moi, j'aurais 2-3 questions un peu techniques. Je pense que beaucoup peuvent se poser. Déjà, il y a la question du financement. Comment vous comptez le financer maintenant, mais aussi comment ça va être financé après? Comment ça va être entretenu? Est-ce que déjà vous avez une idée, vous dites Île-de-France, mais est-ce que vous avez déjà une idée en tête d'un lieu précis? Est-ce que tout ça, c'est venu en tête? Et là, dans les questions, on demande aussi, par exemple,
Les 300 000 € que vous demandez, comment ils ont été déterminés? Alors, je vais me lancer sur la première partie de ta question. On n'a pas nécessairement de projet arrêté. On sait ce qu'on veut. On aurait besoin d'une surface de 150 mètres carrés minimum. On connaît à peu près les prix de l'immobilier sur Paris, Île-de-France. On sait très bien qu'il nous faut absolument, pour avoir un ancrage national, pour pouvoir avoir des invités qui soient toujours disposés à venir quand on aura aussi lancé le projet de médias qui sera ancré dans ce lieu, on est obligé d'être sur Paris ou en banlieue parisienne, en tout cas en Île-de-France. C'est voilà, basé sur le prix de l'immobilier. On sait qu'à terme, le projet, il nous faudrait 1 500 000 € pour le financer complètement. Sur la durée, les frais de fonctionnement qu'on a évalués, ils s'élèvent à peu près 20 000 € par année pour l'entretien des locaux et tout ce qui est les charges qui seront inhérentes. Évidemment, pour l'instant, la plateforme étant complètement indépendante, on se base uniquement sur les dons des personnes qui nous font confiance et alhamdoulilah, pour l'instant, ça fonctionne. On espère. Donc, bon, ce premier palier de 300 000 € qu'on a fixé, c'est un palier. Et c'est bien mentionné sur la cagnotte que à terme, le projet, on a besoin de 1 500 000 € pour avoir ces lieux et permettre à la plateforme Les Musulmans de fournir un travail complètement autonome. Après, le projet d'acquisition, il est très important pour nous parce que pour l'instant, quand on a besoin de quelque chose, s'il faut qu'on loue des locaux, pour nous, c'est de l'argent dilapidé. On fonctionne uniquement sur des donations. Quand vous louez un local, vous n'avez rien à la fin. Vous avez loué pour une journée, c'est de l'argent qui est parti un peu en fumée. Donc, c'est vraiment la volonté d'investir l'argent des musulmans sur le long terme, de pouvoir, dans 20 ans, 30 ans, que nos enfants puissent se réunir dans ce lieu qui aura déjà été financé par la génération d'avant et de vraiment avoir investi cet argent, de ne pas pouvoir... voilà, franchement, je suis vraiment contre le système de la location, non seulement déjà pour pouvoir être vraiment autonome dans ce qu'on veut faire à l'intérieur, mais surtout parce que l'argent qui nous est confié par les donateurs, on le prend très au sérieux et la manière dont on l'utilise il est vraiment très important de bien la gérer. Donc voilà. Il y a aussi une question que je me posais, c'est que l'une des difficultés dans le projet d'organisation pour nous musulmans, c'est que on nous met souvent des bâtons dans les roues. Moi, par exemple, à titre d'exemple, j'ai été prof pendant quelques mois dans un collège musulman en Île-de-France qui a dû fermer, qui a dû arrêter ses activités parce qu'il avait du mal à avoir les autorisations, alors que tout se passait bien, mais tout était fait pour qu'on les freine. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous aussi, que là, dans votre projet, on vous mette des bâtons dans les roues? Je ne pense pas qu'il faille comme ça partir de manière défaitiste. Et justement, le fait de vouloir acquérir ce local, ça nous mettra à l'abri de toutes les pressions, de tout ce qui pourra nous pousser au renoncement de certaines choses, des opinions. On sait très bien que, par exemple, dans les mosquées ou quand dans des universités, il y a des conférences, notamment sur la question de l'islamophobie, qui sont organisées. Très souvent, vous avez une certaine frange un peu laïcarde qui va lancer une opération sur les réseaux sociaux pour essayer de la faire annuler. Nous, tout ça, une fois qu'on aura ces locaux, on y traitera les thèmes qu'on veut, on y travaillera de la manière qu'on veut, et très honnêtement, les parasitages à droite à gauche, on n'aura plus que faire, quoi. Marwan? Ouais, je complète juste ce que disait Faiza à l'instant. Alors, sur la gestion du projet, vous avez entendu le montant total cible, c'est 1,5 million d'euros. Sauf que pour tous ceux d'entre vous qui ont soit l'expérience de gestion de gros projets associatifs, soit le financement de gros projets en entreprise ou autre, vous savez que c'est très important de phaser dans le temps à la fois la partie financement et collecte et ensuite la partie réalisation du projet pour qu'on puisse planifier les choses en temps et en heure et qu'on ne soit pas sans cesse en train de courir dans l'urgence et d'essayer de faire tout à la fois. Phaser le projet, y compris dans son financement, c'est aussi nous donner les moyens de convaincre, d'expliquer la démarche, de passer des paliers et ensuite d'aller chercher différents types de donateurs. Ce n'est pas exactement au même moment
que des donateurs pour 20, 30, 50 000 euros se manifestent que des donateurs pour 50, 100, 200 euros ou 10 euros. Donc, c'est important d'avancer bien dans le projet avant d'aller chercher ensuite d'autres catégories de donateurs pour qu'on soit tous complémentaires dans le financement du projet. Et pour vous donner une idée, le don médian, c'est-à-dire le don typique de ce qui est donné, c'est à peu près 30 euros. Et c'est très représentatif en fait du niveau d'implication financière des musulmans de manière générale, qui sont très généreux, qui donnent autant, voire plus que la moyenne nationale, qui sont très sensibles aux causes sociales, aux causes culturelles, aux causes associatives, d'autant plus qu'ils sont dans le même temps demandeurs d'indépendance et d'autonomie. Ça veut dire que ça, c'est un choix de cohérence. Le choix de cohérence, c'est de dire on veut des structures qui tiennent la route, qui soient sérieuses, qui soient sur un juste milieu et qui soient relativement autonomes et indépendantes, et on doit donner les moyens pour permettre que ça se réalise. Ensuite, deuxième question, c'était sur l'autonomie financière par la suite. Faiza a annoncé le montant. Pour la partie uniquement charge d'exploitation des locaux, ça c'est un budget d'environ 20 000 euros par an. Et ce sera autofinancé par trois sources principalement. La première, c'est que sur place, on pourra consommer des petits repas, des boissons chaudes, des gâteaux, des choses comme ça. Ça, c'est un petit peu les petites charges quotidiennes. On aura la possibilité pour les associations de louer les locaux à des tarifs préférentiels quand elles ont des conférences, quand elles ont des ateliers à mener. Et puis, certains d'entre nous qui ont un travail éditorial par ailleurs ou qui écrivent des livres ou qui produisent des supports et des contenus pourront mettre à disposition de la plateforme les revenus de ces droits d'exploitation, de tel livre ou de tel autre. Tu mentionnais tout à l'heure, nous aussi sommes la nation. Personnellement, si je continue à écrire des livres, c'est très probable que pour des associations que j'aime et que je soutiens, je mette à disposition les droits d'auteur de ces bouquins que j'aurai la possibilité d'écrire. C'est tout le bien que je nous souhaite collectivement. Ensuite, sur la partie bâton dans les roues, entrave et tout ça, nous, on n'a pas envie de devenir paranoïaque. Et on n'a pas envie de devenir schizophrène non plus. Donc, en fait, on a un principe qui est super simple et qu'on applique tous dans la plateforme. On formule la meilleure des intentions. Et on fait l'hypothèse que les gens ne vont pas essayer de nous mettre des bâtons dans les roues quand même. On fait rien de mal, on fait des choses positives. Donc, on leur prête, du point de vue de nos sentiments, la meilleure des intentions. Le gouvernement, l'État, les institutions, les autres associations, les fédérations, les gens de manière générale vont pas quand même essayer de nous saboter, ce serait pas sympa. Donc ça, c'est ce qui va dicter notre sentiment vis-à-vis des autres acteurs et vis-à-vis des institutions pour rester dans une tonalité constructive et positive. Maintenant, on est aussi des gens qui sont professionnels et qui sont très sérieux. Donc, dans nos plans, quand on planifie les choses, on fait ce qu'on appelle une analyse de risque. C'est toutes les personnes qui ont déjà fait de la gestion de projet, essaient d'analyser l'ensemble des risques possibles qui peuvent intervenir autour d'un projet. Le financement n'est pas réuni. On va avoir un blocage d'autorisation. On va avoir une dissension parmi le groupe. On va avoir un bad buzz à tel moment ou à tel autre. Et face à chaque risque qui est évalué, on va mettre en place des mesures de mitigation pour limiter et gérer ces risques s'ils devaient survenir. Et notre expérience, c'est que quand on fait ça et quand on anticipe ces possibles risques, ça passe sans la moindre difficulté. On fonctionne en transparence vis-à-vis de tous les acteurs. On fonctionne avec beaucoup de sérieux. On annonce ce qu'on fait et on fait exactement ce qu'on a annoncé. Et du coup, le niveau de confiance en nous augmente au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que alhamdoulilah, par le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala et par les efforts des bénévoles et des équipes, en 2 ans, on a réussi à accomplir des choses qu'on n'aurait même pas pensé, qu'on n'aurait même pas imaginé possible il y a quelques années auparavant. Je vous le dis et je vous le confie. Et Faiza et Rachid, ils le confirmeront. Au moment où on débute la consultation des musulmans, sincèrement, on y va comme des croyants. On y va, puisque c'est ce qu'on est. On se dit, on va demander l'avis des musulmans. Inch'Allah, ça va marcher. On fait ce qu'on appelle les esbab, les causes. On met notre cœur et notre cerveau sur la table pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et ensuite, on s'en remet à Dieu. Et on voit qu'au fur et à mesure, on n'a fait que réussir une étape après l'autre. Et on ne considère rien pour acquis. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on remet une pièce dans la machine pour remonter un projet et pour avancer sur le projet suivant, on se concerte entre nous,
on prend les avis les uns des autres, on essaie de formuler le plan le plus solide, ensuite on essaie de le checker, de le tester avec l'ensemble des équipes pour veiller à ce qu'il soit le plus solide possible. Après, on travaille en mode déter et on livre, Inch'Allah. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour préserver et pour bien prendre en compte la plupart des risques possibles, mais c'est jamais gravé dans le marbre. Et au fur et à mesure, on s'ajuste et on s'adapte pour que ça marche le mieux possible. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a identifié le ciblage des locaux en Île-de-France avec une taille, tout à l'heure, Faiza disait à peu près 150 mètres carrés. On espère, si on se débrouille bien et qu'on prend en petite couronne, bien desservie par les transports, qu'on pourrait avoir un peu plus important, 200, 250 mètres carrés, pour qu'on ait la place vraiment d'organiser des conférences sur place et en même temps d'avoir des bureaux, des salles de réunion à côté, Inch'Allah. Voilà. Après, j'ai envie de dire que on sait très bien, on ne va pas se voiler la face, que toute personne qui même à titre personnel, qui entreprend un projet, qui réussit, eh bien, sera confrontée à des jaloux, aura des bâtons dans les roues. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose malheureusement d'humain. Donc, celui qui entreprend un projet quelconque, même si son intention est bonne, sans se préparer à avoir des bâtons dans les roues et en pensant qu'on va lui dérouler le tapis rouge, il vaut mieux qu'il arrête d'emblée. Et par contre, maintenant, il faut savoir que le projet, la plateforme Les Musulmans de manière générale, et plus particulièrement le projet de l'acquisition des locaux qu'on appelait le projet Nour, ce n'est pas un projet qui est en plus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de manquements dans la communauté, tant au niveau de l'organisation, tant au niveau de… Il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de demandes qui n'ont pas été comblées encore. Donc, on ne va pas dire qu'on est en plus, mais on se veut être un plus. Comme je répète encore une énième fois, ici, on a besoin de toutes les institutions, on a besoin de toutes les personnes de bonne foi, peu importe, qui soient alliées à telle organisation ou autre, à partir du moment où l'objectif est sain, l'objectif est noble. Donc, nous, c'est simplement cela. On ne veut pas changer le monde et on ne prétend pas vouloir changer et apporter toutes les solutions, avoir des solutions miracles. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a déjà commencé à fournir un travail, on a déjà répondu à beaucoup d'attentes que d'autres n'ont pas réussi à mettre en place. On le voit à travers les dernières opérations qu'a lancées la plateforme Les Musulmans, même lors de la crise du Covid-19, etc. Donc, ça a été des projets magnifiques. Ça a répondu à de grandes attentes, à de grandes demandes. Et donc, il faut rappeler cela, c'est qu'on ne sera pas en plus, Inch'Allah, du moins c'est ce qu'on espère, mais qu'on sera ici un plus pour toutes et tous. Alors, pour clore un peu les questions au niveau économique, je vais poser deux petites questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, il y a des auditeurs qui demandent si un reçu fiscal est possible, et il y a d'autres qui demandent les charges annuelles ne sont pas élevées. Est-ce que vous avez pensé à des adhésions ou ça ne sera que par le biais des dons? Marwan? Ouais, alors sur la partie des charges, non, elles ne sont pas élevées. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça c'est uniquement les charges d'exploitation des locaux, donc électricité, eau, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fonctionnement de la plateforme, il a un fonctionnement à deux étages. Un fonctionnement qui est transversal. Donc, par exemple, les équipes de communication, les équipes de gestion comptable, les équipes RH, ça, c'est des fonctions qui sont transversales et qui servent l'ensemble des projets de la plateforme. Et ça, c'est des choses qui sont financées, réponse à la deuxième question, par les adhésions à la plateforme. Vous avez la possibilité, si vous allez sur lesmusulmans.fr, de devenir adhérent. Et vous avez des montants différents, 60 € pour les étudiants et les personnes en situation précaire, 120 € pour l'adhésion standard, 240 € pour l'adhésion de soutien, ou une adhésion libre pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de ces budgets-là. Comme ça, chacun peut participer en fonction de ses moyens. Et l'adhésion, elle fait deux choses. Numéro 1, le plus important, elle apporte un soutien formel à ce qui est mis en œuvre par la plateforme. Et elle dit, oui, moi, citoyen de confession musulmane, je considère que ce que fait la plateforme en matière de construction de projets et de mise en capacité des communautés musulmanes, c'est ça le chemin que j'ai envie de soutenir et c'est ça la démarche participative à laquelle j'ai envie de prendre part. Donc, première partie, soutien de fond et soutien, disons, programmatique, stratégique à ce que fait la plateforme. Deuxième partie, soutien financier pérenne, et donc financement en fait du travail transversal et structurel de la plateforme. Ça, c'est la ligne principale de financement. Et c'est pour ça que, pour répondre à notre auditeur, bah oui, exactement, c'est normal que les frais
de gestion et d'administration des locaux, des frais de gestion purs, soient relativement bas parce que le fonctionnement opérationnel de la plateforme, celui-ci est financé par adhésion. Et ensuite, tu as des financements projets. Donc, les financements projets, ça va être des campagnes thématiques en fonction d'un projet. Et nous, on est ultra scrupuleux. Et quand je dis ultra scrupuleux, c'est au centime près, dans le fait que si vous nous avez donné pour l'intention A, ce sera utilisé pour le projet A, pas pour le projet B, C, D, même si on a une caisse excédentaire sur A et que sur B, C, D, on est déficitaire. Et par contre, quand les gens donnent au fonds global de la plateforme par le biais des adhésions, là, on sait qu'ils nous font confiance pour pouvoir allouer ces fonds en fonction des différentes urgences et des différentes priorités. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'orientation et des différents compartiments des dons qui nous sont confiés. Et vous aurez par la suite, ça fait partie de nos projets, des mécanismes où vous pourrez directement tracer la manière dont les dons que vous nous confiez sont utilisés. Nous, ce qu'on va vous faire pendant les premières années, c'est vous rendre un rapport détaillé, très approfondi du découpage global financier de voilà, on a reçu tant cette année, voilà comment ça a été alloué, voilà comment ça a été ventilé. Mais par les années suivantes, on est en train de développer ça dans une partie plus recherche et développement, vous pourrez suivre quasiment au centime et à l'euro près la manière dont votre don, très spécifiquement, aura été utilisé, il aura été payé à telle date, puis distribué, ventilé selon tel et tel projet, et un rapport. Quand votre dernier euro aura été dépensé, vous recevrez un rapport détaillé de dire, bah tiens, moi j'ai donné 100 euros au fonds général de la plateforme, il y a 25 euros qui ont été utilisés pour le projet média, 12 euros pour une campagne de solidarité aux personnes démunies, 20 euros pour l'assistance aux familles qui ont perdu un proche, et ainsi de suite. Et comme ça vous permettra d'avoir cette traçabilité. Et donc, la dernière question, c'était sur le rescrit fiscal. On n'est pas encore éligible au rescrit fiscal. Donc, ce n'est pas encore déductible de vos impôts. On y travaille, donc ça devrait être acquis prochainement. Mais on préfère que vous partiez sur l'hypothèse que, pour l'instant, ce n'est pas déductible de vos impôts. Comme ça, on préfère faire l'hypothèse conservatrice plutôt que de vous annoncer ouais, vous pouvez le déduire, et après, ce n'est pas dans les faits. Et après, vous se dire, ouais, tu avais donné pour de l'optimisation fiscale, et finalement, ça ne s'est pas réalisé. Mais après, Inch'Allah, c'est ce vers quoi on tend. Et pour parler plus largement de la plateforme, l'un des objectifs qui anime la plateforme, c'est d'être à l'écoute des musulmans et aussi de participer à une forme d'union des musulmans de France. Et comme vous l'avez dit, Chir El Djel, les musulmans en France ont longtemps eu le sentiment de ne pas être représentés, encore moins par les soi-disant porte-parole qu'on voyait souvent à la télé. Et ils se sont plaints aussi parfois qu'il n'y avait pas vraiment de structure commune, que tout cela était un peu éparpillé. Et donc, votre projet veut remédier à ça. Là, après 2 années, quel bilan vous faites pour le moment? Est-ce que les choses, selon vous, évoluent dans le bon sens? Allez, elles vont complètement… Tu veux répondre, Rachid? Non, vas-y. Bah, je te laisserai la parole après. Pour nous, les choses, elles vont complètement dans le bon sens. Les structures qui sont existantes, on n'a pas du tout vocation à les biaiser, à les gêner dans leur action. On fait quelque chose de complètement différent. L'action de la plateforme Les Musulmans aujourd'hui, elle n'existait pas avant. C'est la première fois qu'on a demandé aux communautés musulmanes leurs sentiments, ce qu'elles considéraient comme étant prioritaires. C'est la première fois qu'on a demandé aux communautés musulmanes de venir s'investir à nos côtés. C'est la première fois qu'on a en France une organisation qui fonctionne de manière complètement transversale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Un fondateur fournit très souvent d'ailleurs moins de travail physique que le bénévole lambda qui aura adhéré il y a 2 mois et qui pour autant fournit un travail colossal comme c'est souvent le cas. On n'a pas du tout vocation à court-circuiter ou à venir parasiter le travail des autres. On n'est pas du tout sur le même angle. Le travail qu'on fournit n'a pas existé avant nous. Je crois qu'il y a encore un souci de connexion avec Faiza. Ergel, vous voulez ajouter un point? Oui, non, c'est simplement de dire que la plateforme Les Musulmans, comme je l'ai réitéré tout à l'heure plusieurs fois, se veut être un plus. Et preuve en est, à plusieurs reprises, la plateforme Les Musulmans, les cofondateurs, des personnes, dont Marwan et autres, ont sollicité les responsables d'autres institutions mises en place, dites représentatives des musulmans,
pour s'associer pour des prises de position, des décisions. On les a sollicités pour des partenariats. Quelquefois, les réponses ont été ambiguës, d'autres fois, on s'est détourné un peu, mais en tout cas, on ne pourra pas nous reprocher qu'on a voulu faire le pas pour une union pour l'intérêt général des musulmans, loin, comme j'ai dit précédemment, des querelles de chapelle ou je ne sais quoi, ou pour défendre son ego, ou etc. Non, c'était vraiment pour l'intérêt général. Et on continuera à faire ce travail. Moi, à titre personnel, j'ai des relations avec certains responsables du CRCM dans ma région. Je connais certaines personnes dans le CFCM. Ça ne me pose aucun problème que de tisser des relations bonnes quand cela est possible et quand les gens en face sont des gens de bonne foi, et en même temps travailler ici et me dévouer pour la plateforme Les Musulmans, et même avoir des relations avec, par exemple, des personnes qui sont récemment appelées Musulmans de France, etc. Donc c'est cet esprit-là qui nous permettra aux musulmans enfin de pouvoir aller de l'avant et d'être disciplinés et de faire un travail concret. Mais malheureusement, on le sait très bien, on a tous ce problème à petite et à grande échelle dans la communauté. Quelquefois, c'est ne serait-ce que au sein d'une même mosquée, les gens se disputent pour avoir quoi comme poste, pour se dire président. Quelquefois, c'est des complexes d'infériorité. Quelquefois, on ne comprend pas trop. On a encore ce problème, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est que en France, mais en tout cas, en France, on l'a. Moi, qui est sur le terrain depuis très longtemps, beaucoup veulent avoir simplement un titre. Il n'y a rien à gagner financièrement, mais c'est juste pour dire je suis président même si la mosquée elle fait 20 mètres carrés. Donc, à petite et à grande échelle, il y a toujours ce problème au sein de la communauté, malheureusement. Il faut y remédier. Et je pense qu'avec les nouvelles générations qui arrivent, je pense qu'on pourra faire quelque chose de beaucoup plus positif que ce qui a existé dans le passé. Alors, ce qui a beaucoup aussi animé la plateforme, c'est la lutte contre l'islamophobie. Et justement, dans les auditeurs, il y a une question qui demande quelle articulation avec la lutte contre l'islamophobie, et notamment le CCIF et le projet Nour. Marwan? Alors, le CCIF, il fait un travail. Tu m'entends bien? Vous m'entendez? Oui, là, je t'entends. Ouais. Alors, le travail du CCIF, il est ancré depuis maintenant depuis 2003 sur la question de la lutte contre l'islamophobie. Le CCIF fait un travail absolument colossal sur le sujet, et la plateforme n'a pas donc vocation à réinventer la roue. On travaille en partenariat avec le CCIF, qui est une des structures partenaires de la plateforme. On ne va pas refaire nous-mêmes le mode de fonctionnement qui est déjà très performant au sein même de cette association. C'est un partenariat. Après, en matière de communication, il est aussi évidemment important pour nous de toujours dénoncer des faits islamophobes ou des dérives. On a déjà pris la parole à plusieurs reprises par votre communiqué quand il y a quelque chose qui nous a choqués sur la question. Mais après, on a vraiment ce partenariat qui fonctionne pour l'instant très bien avec le CCIF, et la plateforme des musulmans n'a pas vocation à donc réinventer ce travail et donc à perdre du temps et de l'argent en faisant quelque chose qui existe déjà. D'accord. Voilà. Alors, je voulais aussi profiter aussi de votre présence pour parler de l'actualité. Je tiens à préciser pour les auditeurs, s'ils veulent poser d'autres questions sur le projet Nour, ils peuvent le faire, ou sur des questions plus globales, ils peuvent le faire, n'hésitez pas. Donc là, il y a le Ramadan qui s'est fini il y a 3 jours. Alors, je voudrais savoir quel bilan vous faites personnellement, d'abord d'un point de vue spirituel, individuel, mais aussi d'un point de vue plus global. Il y a eu pas mal d'inquiétudes déjà chez les musulmans pour ce Ramadan bien particulier. On a dû s'adapter pour le cas du confinement et de la crise sanitaire, mais il y avait aussi une panique du côté des institutions, du monde politico-médiatique, qui a tout fait pour dire que le Ramadan et la fête de l'Aïd allaient être le mois et la journée de tous les dangers, surtout en période d'épidémie, avec des musulmans qui sont apparemment incapables du moindre civisme. Donc vous, quel bilan vous faites au final? Ça s'est plutôt bien passé, non? Clairement un bilan hyper positif de la manière dont les communautés musulmanes ont suivi et respecté toutes les consignes. On a eu absolument 0 incident, que ce soit pendant la période de confinement ou même le jour des fêtes de l'Aïd, où vraiment les responsables associatifs, les mosquées, les communautés,
les individuels se sont comportés de la meilleure des manières. Chacun a respecté les règles telles qu'elles ont été prescrites. Après, évidemment, on avait tous cette crainte un petit peu personnelle de vivre un mois de Ramadan avec beaucoup de frustration, loin de nos familles, même quand elles sont très proches, voilà, sans cette possibilité de se réunir, sans cette possibilité par exemple, moi, à titre personnel, je vais pas tous les jours à la mosquée, j'y vais le vendredi quand je peux. Et vraiment, le mois de Ramadan, il représentait quelque chose où je me reconnectais vraiment spirituellement en allant au Tarawih donc le soir. On a été évidemment privés de ça. Je savais pas trop comment on allait pouvoir se réorganiser à la maison et finalement, ça s'est très bien passé. Le jour de l'Eid, il faut rappeler que à la veille de l'Aïd, le ministère de l'Intérieur autorise la réouverture des mosquées, lance un petit peu cette patate chaude sur les responsables des lieux de culte. C'est hyper compliqué à gérer. En 24 heures, vous ne pouvez absolument pas organiser une salat al-Eid dans des conditions aussi courtes, avec toutes les recommandations, toutes les prescriptions qui ont été émises par le gouvernement. Les mosquées qui l'ont fait en leur âme et conscience, et alhamdoulilah, tout s'est bien passé, vraiment. Moi, en tout cas, j'en tire un bilan vraiment très positif où clairement, les communautés musulmanes ont montré l'exemple. Moi, je dirais... Allez-y. Non, tfadal, Marwan, je rebondirai après. Ouais, juste faire écho à ce que Faiza a expliqué, c'est-à-dire que c'est incroyable en fait le décalage entre ce qui est dit des musulmans à la troisième personne, les musulmans ceci, les musulmans cela, ça va être une calamité, vous allez voir, ils vont faire du quad dans la cité au moment de l'Iftar, ça va être la ruine, le pays va être à feu et à sang parce que dès qu'ils mangent, ils se transmutent et ainsi de suite. C'était incroyable en fait le décalage entre ce discours raciste qui était tenu à propos des musulmans, complètement fantasmé, et de l'autre côté, la réalité des musulmans. Et on le comprend très bien, cette intention raciste, parce qu'il y a des gens qui, structurellement, sont dépendants des polémiques islamophobes pour exister, en fait. Tu leur enlèves les musulmans, ils deviennent aphones, en fait. Tu leur enlèves les polémiques qui vont avec, ils n'ont plus rien à raconter, ils peuvent plus faire d'émissions, ils peuvent plus faire de plateaux télé, ils sont obligés de tripler les rotations du bulletin météo et ainsi de suite. Tu sens qu'il y a de la souffrance, quoi, tu vois, il y a de la souffrance économique. Et donc, ils étaient comme ça en train de guetter, Inch'Allah, peut-être pendant le Ramadan, on va pouvoir refaire un truc. Ils étaient en galère, tu le sentais bien, quoi. Et de l'autre côté, la réalité des musulmans, où en fait, non seulement les familles se sont organisées, en plus, les associations se sont organisées et en l'espace de quelques semaines, toutes les initiatives de générosité, de solidarité, de proximité, d'aide sociale et culturelle, de partage qui sont très souvent associées au mois de Ramadan, elles n'ont pas disparu, elles ont juste été recodées, réorganisées. Et sur le site de la plateforme et sur les pages des réseaux sociaux de la plateforme, l'équipe de communication a veillé à chaque jour vous faire découvrir ces initiatives de terrain pour leur donner de la force, pour leur donner de la visibilité, pour montrer comment des jeunes et des moins jeunes, toutes les régions de France se sont démenés pour faire de ce mois de Ramadan exactement un exemple comme c'est chaque année le cas. Ensuite, sur une note plus personnelle, moi je suis franchement, ça me fait fondre, moi, les frères et sœurs qu'on voyait en première ligne déjà dès le début du confinement, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les centrales alimentaires, dans les supermarchés, partout où il fallait conduire, livrer, porter, aider, soigner, nourrir. Ça, là, franchement, cher, s'il te plaît, fais doigt pour eux et fais tous doigt pour eux. Parce que sincèrement, je ne vois pas comment on peut imaginer des héros autrement que comme ça. Et à titre personnel, je me sens vraiment privilégié parce que j'ai passé, au bout du compte, l'un des meilleurs mois de Ramadan de ma vie. On était en famille, et comme a dit Faiza tout à l'heure, on a pu s'adapter, on a pu peut-être renouveler un peu, se recentrer sur nos parcours, sur notre dîne, sur nos familles, sur notre rapport à notre spiritualité. Et tout au long du mois, nos imams, nos enseignants, nos enseignantes
du coup profiter pour nous donner des contenus. Et en fait, on a déplacé en fait la mosquée à la maison en proposant des contenus sur les pages des réseaux sociaux, sur les pages YouTube de l'ensemble des structures et des associations musulmanes pour justement animer et faire, entre guillemets, la mosquée à la maison. Oui, je rebondis sur ce que dit Marwan. La première des choses, c'est que les musulmans, et particulièrement les musulmans de manière générale, disons-le, mais particulièrement les responsables de mosquées, ont été plus que disciplinés. Et ils ont été plus qu'à la hauteur. Et ils ont agi avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de recul, beaucoup de maturité. Preuve en est, aujourd'hui, il est autorisé d'ouvrir les mosquées. Et aujourd'hui, la plupart des mosquées n'ont pas encore ouvert leurs portes. Tout simplement pour rappeler, moi, en tant que président d'un centre culturel et islamique, on a pris la décision d'ouvrir les mosquées que pour les prières quotidiennes, que dans 2 semaines. Tout simplement parce qu'on trouve que c'est beaucoup trop tôt et qu'il faut mettre tout en place, c'est-à-dire de pouvoir mettre des masques à disposition au cas où si les gens viennent et tu ne les laisses pas à la porte et ils ne peuvent pas rentrer, de mettre les normes de distanciation, les marquages, etc. On s'est dit, même une semaine, c'est trop tôt, on va attendre 2 semaines. Donc, pour rappeler que vraiment, les musulmans, les responsables associatifs des mosquées ont fait preuve de beaucoup de discipline pendant ce mois béni. La deuxième des choses, c'est que ce mois, moi, j'avais fait une vidéo en introduction du mois du Ramadan, en guise d'introduction quelque part, et j'avais rappelé que sûrement ce mois de Ramadan serait un des meilleurs, voire peut-être le meilleur, tant au niveau des mérites, parce que la patience, elle est beaucoup plus grande, elle a été beaucoup plus grande pendant ce mois, etc., etc. Plus la difficulté est grande, plus la récompense est grande. Et au-delà de ça, c'est que les gens pourront renouer d'un point de vue spirituel comme ils n'ont pas pu le faire les autres années, tout simplement parce que c'est une réalité. Il faut le rappeler que ceux qui travaillent tous les jours, peu importe l'emploi, il n'y a pas de sous-métier, eh bien, fournissent énormément d'efforts et c'est vraiment un effort considérable qu'ils fournissent chaque Ramadan. C'est très difficile. Il faut savoir que certains dorment 3-4 heures par nuit. Et tous les ans, les gens me disaient comment je fais. Est-ce que je dois vraiment aller à Tarawih? Je leur rappelais, mais ce n'est pas obligatoire Tarawih. Mais quand ils me rappelaient leur emploi du temps pour le mois du Ramadan, mais personnellement, moi, je ne pourrais pas l'assumer. Alors, ils rentrent chez eux à 1h du matin, parce que vous savez qu'en période d'été, ou les périodes que même ce qu'on a vécu encore cette année, bon, plus les années passent et plus les journées vont être de plus en plus courtes. Mais pendant l'été, au-delà des fortes chaleurs, les journées très longues, ils finissaient Tarawih à 1h du matin. Ils reprenaient le travail à 6h du matin, 7h du matin. Il fallait qu'ils se lèvent pour se suhour. Les pauvres dormaient 3-4 heures. La journée, ils étaient vraiment KO. Ils n'avaient pas ce repos psychologique pour se concentrer spirituellement dans les actes d'adoration. Alors que cette année, beaucoup m'ont dit c'est le meilleur Ramadan que j'ai passé. Le matin, je peux me reposer tranquillement. L'après-midi, j'étais à la maison. J'ai appris, j'ai découvert des choses d'un point de vue spirituel, mais comme d'un point de vue familial, que je n'avais jamais découvert ici en 10, 15 ans, 5 ans, 20 ans. Et c'est ce qui est vraiment, c'est quelque part le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, on a vécu quelque part ce verset coranique, vous pouvez avoir de l'aversion, détester une chose, vous pensez que c'est un mal, alors que c'est un bien quelque part. Bien sûr, c'est un mal ce qui nous est arrivé, c'est une grosse épreuve pour toutes et tous, mais ici, le croyant se doit de chercher le bien, même derrière les épreuves. Et ça a été un grand bien, je pense, pour un grand nombre de musulmans. Et je terminerai avec ici ce qu'a fait comme travail la plateforme. Et c'est quelque part l'originalité de la plateforme Les Musulmans. Et c'est ce que d'autres n'ont pas, je dirais même, n'ont jamais apporté. C'est de pouvoir combler un certain vide spirituel avec des acteurs qui sont énormément écoutés et respectés dans la communauté et à qui on ne donnait quasiment jamais la parole. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ça a apporté une originalité à la plateforme Les Musulmans. Et c'est ce qui aussi a fait que beaucoup de gens adhèrent et continuent à adhérer à la plateforme Les Musulmans. Vous voyez, la plateforme Les Musulmans ne s'est pas limitée à dire on va mettre en place une urgence janaza avec ici un standard téléphonique. Et ça a été les premiers à le faire, il faut le rappeler. Ils ne se sont pas ici limités à dire on va mettre en place un programme d'aide aux devoirs avec des bénévoles qui sont compétents, qui vont donner des cours, plus de 60-70 cours par jour. Ils ne se sont pas contentés de mettre en place le projet Nourin, mais aussi, spirituellement, chaque jour, eh bien, ils ont proposé à la communauté des exhortations spirituelles avec des dizaines de visages différents, de personnes de qualité. Et c'est ce qui fait aussi la force de la plateforme Les Musulmans.
Je voulais rebondir, Chirel Jess, sur la réouverture des mosquées. Vous avez dit que vous allez attendre 2 semaines avant d'ouvrir votre centre, de réouvrir votre centre. Est-ce que vous avez des retours sur les autres mosquées? Est-ce que il y a des inquiétudes de la part des chiites, et notamment des inquiétudes sur le fait de pouvoir respecter les règles de sécurité, sachant qu'il y a certaines mosquées où déjà ça manque de place. Donc, est-ce que c'est faisable? Moi, personnellement, ici à la mosquée, nous, bon, en concertation, bien sûr, je pense que c'est ce qui se passe un peu partout dans les régions. C'est au niveau, on ne va pas pouvoir imposer une méthodologie ou alors des avis au niveau national. Mais en tout cas, ce n'est que des recommandations qu'on se donne les uns les autres, qui tournent au niveau national aussi entre les mosquées, etc. Mais en général, ça va se jouer plus au niveau local. Nous, par exemple, en concertation avec les mosquées dans notre ville, bah, on s'est dit, nous, personnellement, on n'ouvrira que dans 2 semaines, mais que pour les prières quotidiennes et pas pour la prière du vendredi. Une autre mosquée a décidé, elle, je pense, d'ouvrir, je dois les contacter tout à l'heure pour avoir confirmation, mais je pense qu'ils vont ouvrir lundi, eux, mais pareil, que pour les prières quotidiennes, pas pour les prières du vendredi. On le sait très bien que au-delà de cette crise du Covid-19, c'est très difficile à gérer le nombre de personnes qui ne fait que augmenter. Il faut dire ce qui est dans les mosquées. Ici, le vendredi, lors de la grande prière du vendredi. Alors, je ne vois pas, moi, personnellement, comment respecter toutes les règles de ne serait-ce que distanciation pendant le prêche du vendredi. Moi, en tout cas, je pense que c'est très difficile. Moi, personnellement, je préconise et je recommande à ceux qui me posent la question d'ouvrir que pour les prières quotidiennes, car là, c'est facilement gérable, mais pour les prières du vendredi, d'attendre de voir l'évolution sanitaire et qu'est-ce que vont dire et comment les choses vont évoluer tout simplement. Alors, pour parler d'une autre actualité en relation avec l'islamophobie, je voulais rappeler que lors de la reprise de l'école, lorsqu'on a appelé, on a programmé le retour à l'école, il y avait une note qui a circulé auprès des professeurs et qui essayait de prévenir les professeurs sur les risques et les dangers du communautarisme, du radicalisme. Et ceux qui étaient particulièrement visés, c'était les musulmans et les habitants des cités d'immigration. Faiza, qu'est-ce que ça t'inspire que même en temps de crise sanitaire, ils ne peuvent pas s'empêcher de focaliser sur les musulmans? Est-ce que tu penses que c'était aussi un moyen d'éviter qu'on pointe la crise sanitaire et qu'on parle plutôt des musulmans? Faiza. Bah, cette polémique, elle s'inscrit dans la continuité de ce qui est fait par Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, depuis des mois et des mois, durant lesquels il multiplie les fake news pour certainement justifier son salaire. C'est absolument délirant que de répéter sur tous les plateaux TV qu'il y a dans certaines écoles, certains enfants musulmans refusent de s'asseoir sur des chaises qui seraient de couleur rouge, des petits garçons dès la matinelle refuseraient de donner la main à des filles qui seraient impures. Il y a comme ça un certain nombre de fake news qui sont déjà distillés au sein de la sphère médiatique depuis des mois et sans que jamais personne ne soient invités pour leur apporter la contradiction ou sans qu'il y ait même un seul journaliste qui leur demande de citer, de donner un lieu, dites-nous qui, quand, comment, et à chaque fois, dans certains quartiers, dans certaines écoles, et on sait très précisément qui est visé. Cette note, elle est dans cette continuité claire et nette où le ministre de l'Éducation nationale perpétue son délire sur les enfants de confession musulmane. Maintenant, si les élèves... Je suis désolée. Maintenant, si le ministre de l'Éducation nationale salam à lui. justifie son travail contre le coronavirus, qui est quand même une crise sanitaire majeure, bien plus grave que certains autres petits problèmes auxquels l'Éducation nationale a eu à faire face, c'est quand même assez déprimant. Il y a une volonté claire de faire diversion. C'est-à-dire que si demain, il y a un problème n'importe où en France avec un élève de confession musulmane qui serait en plus un truc anecdotique, on va pouvoir dire que l'Éducation nationale avait prévenu sur les dérives des élèves musulmans, machin. Et puis à ce moment-là, on ne parlera plus de ces carrés qui sont tracés dans les cours de récréation pour séparer les enfants, tous ces manquements qui sont là pour finalement nous montrer que l'Éducation nationale n'était peut-être pas prête pour la réouverture des écoles. Et très sincèrement, je pense que cette note délirante n'est que matière à diversion. Alors,
Parmi les auditeurs, il y a des gens qui me demandent, on va en profiter pour l'émission. Cher LG, vu qu'on y est, est-ce que vous pouvez nous faire un court rappel sur les jours de Shawwal? Oui, bien sûr. Après, le but du Ramadan aussi, comme on le dit souvent, c'est de sortir avec un diplôme. Et quelque part un diplôme. Et ce diplôme, c'est la continuité, c'est d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est-à-dire que tu ne priais pas tes prières à l'heure, bah, tu finis le Ramadan, tu as vraiment réussi ton mois du Ramadan, tu es sorti de cette école avec un diplôme. Bah, après le Ramadan, tu fais tes prières à l'heure. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau à notre spiritualité? Qu'est-ce qu'on a gagné en sortant du mois du Ramadan? Quel diplôme et quelle note on a eu? Et pour savoir, bah, il faut voir qu'est-ce qu'on fait de nouveau qu'on ne faisait pas avant le mois du Ramadan. Certaines personnes ne priaient jamais le witr, par exemple, la prière qui clôture les prières de la journée. Ils ne le faisaient jamais. Et bien, tellement qu'ils ont été habitués après des prières surérogatoires pendant le mois du Ramadan, ils le font facilement. D'autres personnes ne se levaient jamais à le fajr. Et bien, c'est des gens qui ont réussi. Pour cela, eh bien, il faut avoir dans l'esprit que le Ramadan, c'est un boost pour continuer après le mois du Ramadan. C'est pour cela que notre législation a institué une pratique qui n'est pas du tout obligatoire, bien sûr, mais qui est recommandée, c'est-à-dire c'est le fait de continuer le jeûne quelque part de manière volontaire après le mois du Ramadan, et ici, entre autres, le mois de Shawwal. C'est 6 jours qu'on jeûne. Ici, on a tout le mois pour les jeûner, ces 6 journées-là. Les savants divergent, est-ce qu'il est préférable de les enchaîner directement le lendemain du Eid, parce que la journée de l'Eid, il est interdit de jeûner la journée du Eid, ou est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment du mois? Les savants divergent. En tout cas, celui qui a les capacités et celui qui veut faire cet effort et celui qui veut avoir la récompense d'un jeûne continu, eh bien, il peut jeûner 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire il a tout le mois pour faire 6 jours de jeûne. Et pourquoi un jeûne continu? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la récompense de celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui le fait suivre de 6 jours de Shawwal, il a la récompense d'un jeûne continu, tout simplement parce que les bonnes actions sont multipliées par 10 ou plus en islam. Jeûner 30 jours, c'est comme si tu as jeûné 300 jours si on multiplie par 10. Rajouter 6 jours à ces 300 jours, et si on multiplie ces 6 jours par 10, on est à 360 jours, c'est-à-dire un jeûne continu, un jeûne de toute l'année. Alors, parmi aussi les questions des auditeurs, il y en a qui demandent si les ONG comme Oumma Charity ou Baraka City peuvent faire partie de la plateforme. La réponse, elle est simple. À partir du moment où les chartes de fonctionnement de la plateforme sont respectées, à savoir le travail en commun, le respect des feuilles de route, la traçabilité financière, le respect des grands cadres théologiques qui font référence en islam, toutes les associations sont les bienvenues. Baraka City, je ne sais pas s'ils ont rempli le formulaire pour devenir une association adhérente. Par contre, Oumma Charity, je sais qu'elle fait déjà partie des associations qui sont consultées sur les questions humanitaires et qui ont un intérêt à faire encore mieux dans ce qu'ils font à leur échelle. On cite 2 associations là, parmi 300 quasiment, entre mosquées, associations humanitaires, associations d'action sociale, culturelle, citoyenne locale, qui font ce travail-là et qui ont rejoint la plateforme aussi. J'en profite juste pour les 2 assos qu'on a citées, Oumma Charity, Baraka City et toutes les associations humanitaires qui font le job au quotidien, juste de profiter de cette occasion pour saluer tous ceux qui œuvrent au quotidien, tous ceux qui donnent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui font du bon travail, tous ceux qui servent d'exemple, tous ceux qui sont dans la solidarité et qui mettent en œuvre ne serait-ce qu'une des valeurs des communautés musulmanes. Je ne contrôle pas et je ne suis pas dans le détail chaque action en particulier, mais je fais ce compliment dans son ensemble parce que la remarque qu'on faisait tout à l'heure à propos des associations pendant tout le mois de Ramadan, elle s'applique à toutes celles qui œuvrent, bien entendu. Alors, je voulais vous parler aussi d'une actualité, on va un peu décentrer de l'islamophobie, mais ça reste un peu dans le domaine. C'est la polémique du moment, c'est la polémique avec Camélia Jordana. Donc, pour rappel, Camélia Jordana a dénoncé les violences policières à la télé, et pour ça, elle s'est fait reprendre par le ministre Castaner, qui a dit que c'était des propos intolérables. Et donc, ça a provoqué une sorte de débat dans les milieux antiracistes et décoloniaux. Alors, il y en a certains qui disent que la priorité, c'est de défendre Camélia, qui a eu le courage
de dénoncer ces violences policières. Il y en a d'autres qui disent que c'est quand même problématique parce que Camélia Jordana a eu des positions, pas vraiment des positions, mais elle a collaboré avec certaines personnes qui sont islamophobes, comme notamment Caroline Fourest, et elle a tourné dans son film, dans son dernier film. Donc, il me semble que Marouane, tu t'es exprimé sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Ouais, je vais faire très simple. Je pense que c'est peut-être Marwan, le sociologue, qui a déjà exprimé un point de vue là-dessus. Il sera de toute façon plus pertinent que moi sur ces questions. Mais ce qu'on peut dire, c'est deux choses. D'abord, à partir de notre point de vue, à partir de notre référentiel, en l'occurrence celui des valeurs musulmanes, on soutient les gens sur des actes et sur des paroles de justice. En l'occurrence, ce que Camélia Jordana a dit, c'est juste ou c'est pas juste? C'est juste qu'il y a des violences ou pas? Oui, c'est juste. C'est juste que quand on a une couleur de peau noire, arabe, rome, asiatique, on vient d'un quartier populaire, qu'on est de telle religion, on se sent potentiellement en insécurité face à l'uniforme. La réponse, c'est juste. Et tous ceux d'entre nous qui ont déjà vécu un contrôle aux faciès poussé ou parfois même des violences le savent et ils l'ont vécu personnellement. Et même les sœurs dont certaines n'ont pas vécu forcément des expériences physiques de violence directe, ont quelqu'un de leur famille ou parfois même l'ont vécu elles-mêmes. Et donc, pour elles, c'est des expériences très palpables, c'est des ressentis et des réalités qui sont très palpables. Donc, Camélia Jordana, quand elle exprime ce point de vue-là, quand elle partage cette expérience-là et ce ressenti-là, est-ce qu'elle est dans le juste? À mon sens, oui. Est-ce que ça veut dire que quand on fait ce constat-là, on soutient tout ce qu'elle a fait dans sa vie, et tout ce qu'elle a dit dans sa vie, et tous les gens avec qui elle s'est assise dans sa vie, et tous les films auxquels elle a participé dans sa vie? La réponse, c'est non. Mais je préfère faire mes remarques, si elles sont critiques, à Camélia le jour où on aura l'occasion de prendre un thé entre amis ou lors d'une séquence de travail, et pas donner à voir le spectacle de gens qui se tirent les uns sur les autres, même quand il y a l'un d'entre nous qui dit quelque chose de juste. C'est plus possible de réfléchir comme ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que je soutiens je sais pas moi, des films qu'elle aurait fait avec Caroline Fourest ou des films où elle cautionne des stéréotypes à propos des femmes maghrébines ou des jeunes des quartiers populaires qui attendent un sauveur pour les sortir du ghetto et leur expliquer comment s'exprimer en français et ainsi de suite? La réponse est non. Mais ça fait partie des choses que j'aurai peut-être l'occasion un jour de dire à Camélia de manière très fraternelle, très amicale, et sans avoir à l'humilier et sans avoir à ajouter ma parole à ceux qui salissent son honneur, qui salissent sa dignité, qui font d'elle une cible et qui, au bout du compte, ne font rien d'autre que de démontrer, si besoin était, la réalité de ce qu'elle dénonçait. Elle disait « je me sens en insécurité lorsque je fais face à la police dans certaines situations », et elle a été littéralement mise en insécurité du fait d'avoir été face au ministère de l'Intérieur dans un désaccord de point de vue, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, est l'apanage de n'importe quel citoyen. Ça me permet, et je clôturerai là-dessus, de repréciser notre position au niveau de la plateforme par rapport à tous ces sujets. Ni on doit être dans une espèce de rébellion structurelle, de dire ouais, tout est fichu, tout est mort, la France est un pays raciste, il n'y a plus rien à en tirer, venez, on se casse, laisse tomber, lâche l'affaire, venez, on met tout à feu et à sang, ou on retourne, on kharbat tout et on dégage. Ni on va faire comme si de rien n'était. Donc on fait des constats lucides par rapport à des réalités sociologiques, anthropologiques, politiques, qui sont que venir d'un quartier populaire, être noir, arabe, rome ou asiatique, faire partie d'une communauté religieuse, ça nous surexpose à un certain type de traitement et ensuite on formule des solutions pour que cette situation change. Malheureusement, les surréactions et la politisation et la crispation systématique à chaque fois qu'on met le doigt sur ce type de constat vient démontrer une réalité simple, c'est que ces dynamiques-là sont devenues structurelles et politiquement structurelles, donc vouées malheureusement à rester dans le temps tant qu'on n'aura pas changé de paradigme par rapport à ça. Ce n'est pas le sujet de la plateforme qui se concentre plus sur des questions musulmanes et sur des questions organisationnelles. C'est l'opinion que je peux vous partager comme un simple analyste sur le côté. Mais je voulais aussi profiter de cette polémique pour faire un peu de promo pour une camarade à moi, Louisa Yousfi, qui avait écrit un excellent article qui est disponible sur le site du Parti des indigènes de la République, qui est intitulé « Décoloniser les indigènes a-t-il un sens ?» et où elle s'interrogeait notamment sur le rapport très méprisant qu'on pouvait avoir envers certaines personnes noires et arabes que certains qualifiaient de traîtres parce qu'ils seraient intégrationnistes.
Et elle rappelait que même les intégrationnistes les plus chevronnés, même ce qu'on appelle nos traîtres, entre guillemets, ne sont pas à l'abri de la violence du système raciste. Et elle prenait en exemple Azouz Bega qui avait été humilié par Hortefeux. Et donc là, on voit l'exemple aussi avec Camilla Jordana. C'est important de rappeler qu'elle aussi, malgré ses choix passés, elle est victime du racisme et qu'il faut la défendre dans les cas présents, surtout quand elle se fait attaquer, lorsqu'elle prend des positions courageuses. Alors, on va bientôt toucher à la fin de l'émission. J'aurais deux petites questions. Alors, d'abord, une question technique. On me demandait, donc pour le Cher LG, s'il faut rattraper les jours avant de faire les 6 jours. Ici, il y a une divergence au sein des gens de science. Certains ont utilisé le récit prophétique où il est rapporté que Aïcha, l'épouse du prophète, a rattrapé ces jours de jeûne qu'elle n'avait pas jeûné pour une excuse pendant le mois du Ramadan, ici à la fin de l'année. Donc ils en ont déduit qu'il n'est pas pensable ou concevable que Aïcha, elle n'ait pas jeûné les jours de Shawwal. Donc, si on prend en compte qu'elle aurait jeûné les jours de Shawwal, eh bien, on en déduit qu'elle a jeûné les jours de Shawwal avant de rattraper ces jours de jeûne obligatoires. Donc, de là, certains savants ont dit qu'il n'y a aucun mal. Ici, si la personne a des jours, un grand nombre de jours à rattraper et que cela va la pousser à ne pas jeûner les jours de Shawwal, parce qu'elle va dire j'ai trop de jours, j'ai 15 jours à rattraper ou 10 jours, donc je ne jeûne pas Shawwal. Eh bien, dans ce cas-là, si ça va la démotiver, eh bien, on lui dit jeûne les jours de Shawwal et tu as toute l'année pour rattraper tes jours de jeûne obligatoires qui n'ont pas été jeûnés. Par contre, si elle n'a que 2 jours ou 3 jours ou 4 jours à rattraper, on va lui préconiser rattrape tes jours d'abord et ensuite enchaîne avec les 6 jours de Shawwal puisque tu as tout le mois de Shawwal pour les jeûner. Wallahu alam. Alors, pour terminer cette émission, comme je l'ai dit au départ, nous, les musulmans du réseau décolonial, on souhaite penser et œuvrer à un islam qui serait indépendant, indépendant d'abord des institutions, mais aussi indépendant de tout un paradigme occidental-centré, soi-disant moderne, qui s'ingère aussi de manière plus diffuse dans l'islam actuel. Et à ce titre, on souhaite engager une réflexion sur comment penser un islam en Occident, en Europe, en France, qui ne soit pas pris dans les griffes de la modernité. Et pour cela, à Bord d'Honneur, on va bientôt lancer une émission, Din ou Dunya, durant laquelle, avec des invités, que ce soit des chiites, des théologiens ou de simples musulmans, on voudrait réfléchir sur la manière de penser, de réfléchir sur un islam qui ne soit pas absorbé par le paradigme occidental. Je voulais donc savoir si pour vous, une telle réflexion vous semblait aussi utile à mener. Faiza? Moi, je pense que toute réflexion est utile à mener. Et je salue d'ailleurs cette initiative parce que c'est quand même très important aujourd'hui de se placer dans notre spectre contemporain. Nous, maintenant, on est tous issus, soit, mis à part les convertis, issus de la 2e ou 3e génération. On a un mode de vie qui n'est plus forcément celui de nos parents. On a même un rapport à notre religion qui n'est plus celui qu'ont pu avoir nos parents et nos grands-parents. Et oui, c'est très important pour moi, je pense, de réfléchir à comment on peut continuer de pratiquer notre religion, de pratiquer notre foi, sans être forcément aspiré par ce que les codes sociétaux, en fait, ce que la société voudrait considérer comme étant une norme et avoir une manière de pratiquer notre religion qui puisse aujourd'hui nous permettre de respecter les textes entièrement tels qu'ils ont été prescrits en réussissant à nous insérer correctement dans le mode de fonctionnement de la société actuelle. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je sais que moi, par exemple, à titre personnel, je l'aurais remarqué, je ne suis pas voilée, par exemple, mais je sais qu'il est obligatoire de porter un voile en islam. Et vous avez un certain nombre de pseudo-intellectuels ou de personnes même qui ont des responsabilités religieuses au sein de la communauté, qui aujourd'hui tiennent des propos dont on sait qu'ils ont été dictés un petit peu par la sphère politique et dictés par la société française. Et qui vont carrément jusqu'à nier le caractère obligatoire de certaines choses, dont le hijab par exemple, dans le port du hijab. Et je pense que c'est très problématique parce que moi, à titre personnel,
personnel, tu vois, je suis souvent prise en étau entre ceux qui me disent, bah, tu vois, tu ne le portes pas, bah, alors pourquoi est-ce que on ne dirait pas que voilà, maintenant c'est une atteinte à la dignité ou c'est ci ou c'est ça. Et moi, je suis complètement en contradiction avec, et en opposition avec ce qui est dit de négatif sur la question du port du voile. Et je pense que cette réflexion que vous allez mener, elle va peut-être nous permettre à nous, jeunes générations, bon, j'ai 35 ans de jeunes, mais nous, jeunes générations et générations futures, de pouvoir réussir à concilier les deux sans avoir ce sentiment de passer soit pour des archaïques, soit pour des funky. Marwan ou cher Rachid Alger, est-ce que c'est aussi des questions qui vous interrogent ou est-ce que c'est aussi un projet de la plateforme, par exemple? Moi, je peux que vous encourager sur ce travail de réflexion et d'écoute des dynamiques, y compris religieuses, qui se produisent sur l'ensemble du territoire. Et je pense que vous allez découvrir en fait des réalités très diverses et très contrastées. Parce qu'il y a deux choses en fait qui se mélangent et qui se mélangent de manière parfois très, très belle. La première, c'est que les musulmans, et parmi eux les imams, les théologiens, les enseignants, les enseignantes, sont en train en fait de construire une idée et une praxis musulmane ancrée en France. Donc des fois, je rigole si je suis à La Réunion ou en Martinique ou en Bretagne ou à Marseille, où je vois que en fait, ça ressemble à quoi un imam marseillais, ça ressemble à quoi un imam réunionnais, avec aussi vraiment des choses qui sont traversées par la culture locale, mais où tu sens pas la moindre forme d'aliénation au bout du compte. Tu peux pas, sur la base de leur expérience, te dire ouais, les mecs ils sont en train de vivre à l'occidental où ils sont en train de reproduire ce qu'on leur a dicté. C'est pas le cas. Mais ils sont en train de recomposer à partir de leur réalité locale et de leur culture et des spécificités locales une forme autonome de leur praxis islamique. Et dans le même temps, tu vas voir des choses qui sont impulsées sur la base des origines ou du paradigme fondateur à travers lequel les gens ont acquis l'islam. Donc les gens qui ont eu l'occasion d'étudier au Maroc, qui ont eu l'occasion d'étudier en Turquie, au Sénégal, en Égypte, au Pakistan, en Inde, et qui vont avoir un double cursus parfois en sciences islamiques et en sociologie ou en anthropologie, et qui interrogent à partir de leur champ épistémologique la réalité de ce que c'est d'être musulman en France, ou bien les automatismes que beaucoup d'entre nous ont parfois intériorisés. Donc, je peux que vous encourager à poursuivre ce travail. Nous, le pendant du côté de la plateforme de ces questions, c'est ce que font nos imams, en fait, au quotidien. Et alhamdoulilah, on a la chance d'avoir quelques-uns des imams les plus impliqués, les plus suivis, les plus respectés, les plus divers au sein des communautés musulmanes. Et c'est pas parce que Rachid est là que je me permets de le dire. Il est soutenu, il est épaulé, il est entouré d'autres imams au sein de la plateforme avec des différences de points de vue. Mais je peux vous dire que quand on travaille, ils sont comme ça. Et on essaie de créer les conditions, et notamment à travers l'idée d'une union des imams, où les imams, les enseignants et les cadres religieux peuvent travailler en sérénité, peuvent avoir les moyens, peuvent être en sécurité pour entamer tout ce travail, pour le coup, scientifique, théologique, ensuite sur le plus long terme. Mais déjà qu'on puisse, à notre échelle, créer les conditions de possibilité où ils sont sereins d'un point de vue professionnel, où ils sont soutenus, où ils ont un cadre de travail, où ils peuvent se retrouver ensemble. C'est toute l'idée que Rachida Abdelmounaïm porte au sein de la plateforme sur le pôle thématique dont ils ont la coordination plus spécifiquement. Et je laisserai Rachid terminer là-dessus, Inch'Allah. Oui, il faut juste comprendre qu'on ne peut se défaire des habitudes culturelles du pays dans lequel on vit. C'est pour cela qu'il faut savoir que même dans notre législation, il faut différencier entre culture et pratique cultuelle. Mais par contre, dans notre noble législation, on prend en considération les cultures et les habitudes ici répandues dans le pays dans lequel on vit. C'est pour cela qu'il y a des règles dans les fondements du droit et dans la jurisprudence, à titre d'exemple, qui ont lien avec ce que j'ai dit précédemment. À titre d'exemple, al-'adatu muhakkama, le fait que
les habitudes servent de jugement dans certains cas dans la législation. Il n'y a pas de réponse ici à travers un texte concernant une situation, par exemple, sur quelle dot d'argent que l'homme doit donner comme dot à son épouse quand il veut se marier. On prend en compte ici les habitudes, la culture. Donc on ne peut pas se dire que nous, en tant que musulmans français qui vivent en France, non, on doit vraiment se défaire complètement de la culture française, qu'on le veuille ou non, bon gré, mal gré, on est imprégné par la culture, ou du moins une partie de la culture française. C'est tout à fait naturel, et c'est pour cela qu'on répète, il n'y a aucune contradiction entre le fait de pouvoir vivre dans un pays qui n'est pas majoritairement musulman et pratiquer sa religion ici de manière sereine, et particulièrement en France. Si vraiment tout le monde appliquait même les lois qui sont brandies, qui sont mises en avant et quelquefois utilisées à mauvais escient, je peux vous dire que ça se passerait beaucoup mieux. Quand on prend la loi de 1905, elle appelle à quoi? À la liberté de l'exercice des cultes, à la liberté de conscience, mais si on respectait ça, eh bien ici il y aurait une séparation comme ce à quoi appelle la loi de 1905 entre l'Église et l'État, le religieux et l'État, sans renier que l'État a le droit d'avoir un œil ici sur les cultes afin de voir que tout se passe de manière transparente et disciplinée et bien organisée. Ça, on ne peut pas le renier. Ça se passe comme ça dans tous les pays, même musulmans. On ne va pas dire non, nous, on est des rebelles, on n'est jamais contents, on ne veut pas que quelqu'un nous surveille de près ou de loin. On va créer notre mini-société. Mais ça se passe comme ça nulle part. Et on ne va pas aussi rentrer dans un autre excès qui est que, oui, tout ce que vous allez nous dire, même combien de rak'at on doit faire après Salat al-Isha, bien que vous soyez des politiques, eh bien, on va appliquer bientôt, on va demander à des politiques de nous montrer comment on fait les ablutions ou est-ce qu'on les a bien faites ou pas. Donc, il y a une voie de juste milieu, loin des deux excès que j'ai cités précédemment. Eh ben, en tout cas, on serait ravis et honorés de continuer ces discussions et ces débats nos prochaines émissions. Vous êtes la bienvenue, bien évidemment. On va s'arrêter là. Merci, merci Marwan Mohamed, merci Faiza Ben Mohamed et merci Rachid Elger. Donc, je rappelle que pour soutenir le projet de Nour, normalement, tous les liens ont dû être affichés durant l'émission sur votre écran, mais aussi on a dû mettre les liens en description. N'hésitez pas à continuer à partager l'émission, à la liker, à vous abonner à la page de Parole d'honneur. Et s'il vous reste encore un peu de sous après avoir donné au projet Nour, vous pouvez aussi nous donner à nous Parole d'honneur via le lien qui s'affiche à l'écran. Je vous rappelle que nous aussi, on est un média totalement autonome et indépendant. Voilà, encore merci à vous trois. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Bon courage à tous. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, salam alaikum.